Ah, les scandales financiers. C'est le genre de sujet que rêve de publier tout journaliste qui fait carrière dans le journalisme d'investigation. Et oui, celui qui révèle un scandale financier est vraiment celui qui incarne par excellence le journaliste dans notre imaginaire collectif. Et puis, le scandale financier, c'est extrêmement vendeur. Le public raffole de ce genre de scandale. C'est comme ouvrir une fenêtre sur un monde inaccessible pour la plupart des gens, le monde des criminels en col blanc, où se côtoie le luxe le plus tapageur au cynisme le plus glaçant. Un monde qui s'offre à nous avec un sentiment de jalousie mêlé d'indignation. Et en même temps, ça a quelque chose de rassurant, le scandale financier. Parce qu'on se dit que, même si tout n'est pas tout rose, même si l'on a du mal à finir les fins de mois, eh bien, au moins, on est resté une bonne personne. Après tout, personne ne peut devenir aussi riche sans avoir jamais mis de côté sa morale à un moment ou à un autre. Alors, quand on pense au scandale financier, on pense immédiatement à la crise des subprimes en 2008, lorsque la spéculation à outrance des banques de Wall Street a provoqué l'une des plus graves crises économiques de l'histoire moderne. Ou encore aux Panama Papers, ces milliers de fichiers qui révélaient les noms de célébrités et de leaders politiques détenant des comptes dans des paradis offshore. Tiens, d'ailleurs, en parlant des Panama Papers, saviez-vous que le magazine L'Express a longtemps été la propriété d'une holding enregistrée au Panama, grâce à un montage concocté par le sulfureux cabinet Monsec Fonseca, dont sont sortis tous les Panama Papers? Ce qui était au passage complètement illégal, car la loi française interdit normalement aux entreprises de presse d'être détenues à plus de 20% de son capital par une entreprise étrangère. Une information passée évidemment complètement inaperçue, si elle n'avait pas été révélée heureusement par mon confrère et oserais-je dire un petit peu mon mentor Didier Maisto. Mais bon, quand on a eu pour patron un célèbre milliardaire du nom de Patrick Drahi, qui est notoirement connu pour être un champion hors catégorie de l'évasion fiscale, cela n'étonnera personne. Alors, quand l'Express publie il y a quelques mois un article hautement sensationnel sur un présumé fonds vautour qui planerait sur l'industrie européenne, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire « Tiens, en voilà un drôle de sujet pour un magazine qui peut difficilement donner des leçons en matière d'éthique financière. » D'autant que l'article en question ne manque pas de sensationnalisme. On nous parle de pirates sans scrupules qui joueraient avec les cordons de la bourse comme dans un casino depuis leur bureau climatisé dans les hautes tours de Dubaï ou au bord de leur piscine dans leur somptueuse villa située aux Caraïbes. Des chasseurs, nous dit-on, qui auraient pour proie des petites sociétés cotées en manque d'argent frais, séduisant ces chefs d'entreprise désespérés à coups de voyages aux Bahamas, de virées en yacht sur les îles désertes, de dîners où l'on croise les héritiers de Glencore et de Bacardi, de tourbillons de luxe et de paradis artificiels. Et tout ça pourquoi ? Eh bien, pour leur vendre un produit financier hautement risqué qui figurerait une véritable pyramide de Ponzi carrément, dont la consommation addictive aurait conduit plusieurs chefs d'entreprise à perdre tout ce qu'ils avaient. Bref, un article qui semble tout droit sorti du Loup de Wall Street. Vous savez, ce génialissime film de Martin Scorsese qui raconte la vie de Jordan Belfort, ce célèbre escroc financier américain qui a détourné des millions de dollars par la spéculation boursière. Mais qui peuvent bien être ces nouveaux Jordan Belfort qui plantent leurs griffes sur l'industrie européenne ? Ce sont les fondateurs du groupe Alpha Blue Oceans, un jeune fonds d'investissement spécialisé dans les financements alternatifs de sociétés cotées sur le marché libre d'Euronext Growth et que l'on retrouve notamment derrière le français Europlasma, à l'origine du sauvetage d'usines de production de corps de vue utilisés dans les canons César. Et à lire ce qui est écrit sur eux, on comprend qu'ils n'ont rien pour plaire. À la tête d'ABO figurent deux trentenaires franco-belges, Pierre Vanineuse, un petit génie de l'économétrie avancée résidant aux Bahamas, et Hugo Pingré, un ancien joueur professionnel de poker qui dirige les bureaux dans la capitale des Émirats arabes unis. Leurs investissements sont tournés vers des secteurs que l'on peut considérer comme alternatifs ou de nouvelle génération, tels que la transition verte, les innovations technologiques, les biotech, le cannabis médical ou encore les crypto-monnaies. Pas trop le profil des investisseurs à l'ancienne en costume-cravate qui les méprisent au plus haut point selon l'article de l'Express. Mais surtout, l'origine de ce mépris vient du fait que le fonds s'est spécialisé dans un instrument financier très particulier qui cristallise les critiques sur les forums boursiers, les obligations convertibles avec bons de souscription d'actions ou OCAPSA. Concrètement, le fonds d'investissement va financer une société avec de l'argent cash et en échange de ce prêt, il reçoit des obligations, c'est-à-dire des titres de dette qui sont convertissables en actions que le fonds revend sur le marché boursier pour se rembourser.
Ce système permet de financer une société dans le besoin sans creuser sa dette, raison pour laquelle les OCAPSA sont souvent utilisés par des sociétés qui sont en difficulté de paiement ou n'ont plus du tout accès à d'autres ressources de crédit traditionnelles. Mais il y a un prix à payer. Lorsque le fonds convertit ses obligations, il émet de nouvelles actions sur le marché, ce qui entraîne une dilution du capital de la société et crée une pression à la baisse sur le cours de bourse. Plus les montants des obligations sont conséquents, plus l'action est diluée et plus le cours de bourse s'effondre. En conséquence, un investisseur historique qui détenait 100 000 € d'actions dans une société se retrouve en quelques mois avec des actions qui ne valent plus que quelques milliers d'euros, voire parfois quelques centaines d'euros. Et ça passe très très mal pour beaucoup d'investisseurs individuels. Par ailleurs, de même qu'une banque va prêter de l'argent avec des taux d'intérêt, le fonds d'investissement va convertir ses obligations avec une décote, c'est-à-dire qu'il émet plus d'actions que ce que valait le capital qu'il a apporté à la société. Les OCAPSA sont donc des instruments dilutifs risqués, mais cela reste des instruments tout à fait légaux. Et même si les critiques sont nombreuses, ce type de financement a aussi ses partisans. Ces derniers considèrent que les OCAPSA peuvent être utiles pour financer des innovations ou tout simplement sauver une société, voire sauver des emplois. Bref, les OCAPSA, il y a les pour, il y a les contre, et ces risques sont connus. Mais alors, pourquoi tant de haine de la part de notre presse mainstream ? Dans la quasi-totalité des articles qui critiquent Alpha Blue Oceans, il y a un témoin qui revient systématiquement, Michael Willems. Celui-ci, le fondateur de PharmaSimple, une entreprise belge de vente de produits parapharmaceutiques en ligne. En 2021 et 2022, PharmaSimple a souscrit à des contrats en obligations convertibles auprès d'Alpha Blue Ocean, dont un financement pouvant aller jusqu'à un maximum de 200 millions d'euros étalé sur 5 ans. Mais en mai 2023, la société a finalement fait faillite et le PDG est entré en litige avec ABO. 6 mois après la faillite de PharmaSimple, Michael Willems a publié une longue interview dans un média qui s'appelle La Bourse et la Vie, dans lequel il accuse Alpha Blue Ocean de pratiquer une escroquerie en s'enrichissant sur le dos des petits porteurs, tout en étant complètement indifférent au sort des sociétés qu'il finance. Une interview qui va énormément tourner sur les forums boursiers jusqu'à arriver aux oreilles de nos journalistes mainstream. On retrouve son témoignage notamment dans Le Point, L'Informé, Ouest France. Et bien sûr dans l'article écrit par la grande reporter économique de l'Express, Béatrice Mathieu, qui accorde à Michael Willems plusieurs paragraphes, non sans un certain tire-larme. Derrière le bronzage, on devine les traits tirés. De sa fortune passée, il ne reste à Michael Willems que quelques miettes. Compte bancaire bloqué, la belle villa en Espagne soldée. L'homme vit retranché derrière les hauts murs de sa grande propriété où des vases remplis de rhododendrons mauves égayent la table du salon d'été. Récemment, le couple a embauché un agent de sécurité jour et nuit. Le couple a peur. Alors, moi, c'est plus fort que moi. J'ai tendance à me méfier un petit peu des portraits un peu trop manichéens. Surtout quand ça vient d'un magazine dont le patron n'est pas connu pour ses instances de moralité. La morale, j'en ai strictement rien à faire. Et oui, c'est ce qu'a dit Alain Veil, selon des propos rapportés encore une fois par Didier Maisto. Du coup, j'ai fait quelques petites recherches pour savoir ce qui s'était passé pour PharmaSimple. Et je suis tombée sur un article qui a été soigneusement omis par l'Express. Les curateurs de faillite de PharmaSimple accusent Michael Willems et sa femme d'avoir détourné des fonds de la société pour près de 35 millions d'euros. Alors précisons qu'un curateur, c'est un juriste indépendant désigné par un juge d'instruction pour représenter les créanciers. Or, dans l'Express, Béatrice Mathieu prétend que ce serait ABO qui aurait accusé le patron d'avoir piqué pour 35 millions d'euros, ce qui s'appelle un mensonge par omission. Selon le média belge El Post qui révèle cette requête, Michael Willems est accusé par les curateurs d'avoir surévalué des actifs pour son enrichissement personnel et d'avoir fait prendre en charge par la société de nombreux frais à titre privé, comme des déplacements en jet privé, des frais d'hôtel de luxe, des voitures et restaurants sans motif raisonnable, ou encore de s'être versé des rémunérations excessives. Voilà qui semble bien contraster avec le portrait de l'homme qui a tout perdu pour avoir voulu sauver son entreprise. Le rédacteur du El Post se dit même interpellé que Alpha Blue Ocean ne soit nullement visé par la requête des curateurs de faillite. Tiens donc, se pourrait-il que l'Express nous ait menti ? Bon alors, évidemment, cette seule information ne suffit pas à innocenter Alpha Blue Ocean, qui a notamment été condamné par l'AMF en décembre 2024 pour des faits présumés de manipulation de cours et d'informations trompeuses dans le cadre de contrats avec la société Oplata, une usine d'extraction d'or en Guyane, dont le PDG Didier Tamago fut également condamné par l'AMF dans cette décision. ABO et toutes les personnes citées par cette sanction ont fait appel.
Mais les accusations de Michael Wilhelms vont beaucoup plus loin que ce qui est dit par cette sanction qui concerne un litige contractuel. L'ex-PDG de Pharmasimple émet des allégations d'agissement criminel de la part d'ABO et son témoignage aurait même fini par interpeller le député de la France Insoumise Aurélien Saint-Toul qui a demandé une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les financements de Europlasma, qualifiant ABO de fonds voyous qui menaceraient l'industrie française. Alors, comme la presse avait l'air de s'intéresser beaucoup à cette affaire sans citer les éléments contradictoires, je me suis dit que c'était une mission parfaite pour e-checking. Donc j'ai mené l'enquête, histoire de donner une petite leçon de journalisme à nos amis de l'Express. J'ai donc fait comme l'aurait fait tout bon journaliste, j'ai contacté Michael Wilhelms qui a accepté de répondre à pas mal de mes questions devant ma caméra. J'ai aussi contacté Pierre Vanineuse et Hugo Pingré qui n'ont pas souhaité répondre publiquement mais qui m'ont répondu à certains de mes emails et par téléphone. Et j'ai également contacté d'autres sources liées à Pharmasimple pour assembler un maximum de documents. Et ce que je vais découvrir, c'est une véritable saga. Une saga qui en dit long, très long, sur la façon qu'ont nos journalistes mainstream de fabriquer des scandales financiers. Voici le rechecking de Pharmasimple et de Alpha Blue Oceans. Pharmasimple est une entreprise belge qui se présente comme une pharmacie en ligne, créée en 2012 par un couple d'entrepreneurs, Michael Wilhelm et Annabelle Thierry, tous deux pharmaciens de profession. Le marché est plutôt porteur et rapidement la société devient leader de la vente en ligne de produits parapharmaceutiques pour la France, une croissance qui lui permet d'entrer à la Bourse de Paris en 2016 sur le marché d'Euronext Growth. Mais malgré ses débuts prometteurs, Pharmasimple montre des déficits structurels liés, selon ses dirigeants, aux investissements croissants pour rester compétitif sur Internet. La pandémie du Covid-19 a néanmoins bénéficié grandement à son chiffre d'affaires, avec des commandes qui explosent pour des masques, des gels hydroalcooliques et autres produits sans ordonnance que souhaitent se procurer les clients confinés chez eux. Mais plus ses ventes augmentaient, plus ses charges s'alourdissaient et la bourse se montre de plus en plus déçue. Le contre-coup du Covid plonge la société dans un état très critique. Les administrateurs envisagent alors de trouver un repreneur, mais bien que plusieurs groupes industriels se montrent intéressés, dont Intermarché, les négociations capotent. Pharmasimple a un besoin urgent de lever des fonds, sans quoi elle n'aura d'autre choix que de déposer le bilan. C'est alors que par l'intermédiaire d'un broker, Michael Wilhelm entend parler d'un jeune fonds d'investissement capable de fournir d'importants montants très rapidement. Alpha Blue Ocean. Le contact est excellent. Les dirigeants d'ABO assurent au PDG de pouvoir investir plusieurs millions d'euros que la société n'aura pas à rembourser grâce au mécanisme des OCAPSA. Michael Wilhelm se montre très confiant et convainc ses associés que c'est la meilleure solution pour sauver Pharmasimple. Des rapports d'experts sont présentés au conseil d'administration pour évaluer l'effet dilutif qu'entraîne automatiquement ce type de financement et un premier contrat est finalement approuvé à l'unanimité. Pharmasimple va souscrire à 2 contrats de financement en obligations convertibles avec ABO. Un premier contrat de 10 millions d'euros en septembre 2021 grâce auquel la société a pu restructurer sa dette, puis un second contrat de 200 millions d'euros en mai 2022 pour financer un projet industriel d'acquisition d'une chaîne de 125 pharmacies en 5 ans. Ce sont des financements par tranche de 500 000 euros, chaque tranche donnant droit à des obligations convertibles d'un montant équivalent avec une décote de 5%. Dès la fin du mois de juillet, Pharmasimple annonce avoir signé l'acquisition de 14 pharmacies. Mais la liquidité sur le marché est alors très mauvaise et l'action n'est désormais plus qu'à quelques centimes d'euros, ce qui menace la société d'être exclue de la cotation sur Euronext. La société envisage alors de faire un reverse stock split, c'est-à-dire un regroupement d'actions pour faire remonter la valeur unitaire de l'action. Dans le cas de Pharmasimple, il sera proposé de regrouper 50 000 actions en une seule. Mais des investisseurs qui se sont retrouvés actionnaires minoritaires par l'effet de la dilution font une intervention judiciaire contre Pharmasimple à l'été 2022 qui bloque temporairement ce regroupement d'actions, lequel sera néanmoins autorisé quelques mois plus tard. Pour assurer le marché, il est décidé en septembre 2022 de suspendre le tirage des obligations sur le contrat de 200 millions d'euros. À la place, la société et son partenaire financier conviennent d'un prêt non dilutif de 12 millions d'euros en tranche de 700 000 euros par mois afin de maintenir le projet industriel. ABO verse alors 3,4 millions d'euros à Pharmasimple en novembre 2022. Mais malgré cet important montant, la direction déclare ne pas avoir pu honorer les mensualités de plusieurs pharmacies et annonce en décembre devoir se séparer de 4 officines qui avaient été achetées.
Les relations entre le PDG et le fonds d'investissement sont de plus en plus tendues et le prêt non dilutif sera finalement renégocié pour réduire les tranches à 250 000 € versés 2 fois par mois à partir de janvier 2023 en accompagnement d'un plan d'affaires visant à réduire la dette de la société. À partir de là, 2 versions s'opposent. Selon Michael Williams, ce second prêt revenait à mettre la société sous asphyxie financière, ce qui a conduit inéluctablement à sa faillite. Selon ABO, les tranches de ce prêt correspondaient à un programme de remboursement des dettes de la société que Michael Williams avait lui-même construit et qui aurait dû largement permettre à la société de rester viable si le PDG n'avait pas eu tendance à détourner ses fonds pour son enrichissement personnel. Là où les 2 versions s'accordent, c'est qu'au début du mois de mai 2023, Michael Williams aurait demandé une augmentation des tranches, sans quoi sa commissaire aux comptes n'aurait d'autre choix que de l'envoyer chez le juge des faillites. Cette demande aurait été la goutte de trop pour ABO, qui décide de suspendre le contrat de prêt le 8 mai 2023 pour cause de défaut contractuel et d'exiger la convocation d'une assemblée générale extraordinaire qui inscrirait à l'ordre du jour un audit des dépenses liées aux voitures, hôtels, voyages, rémunérations et avantages directs ou indirects de la direction, ainsi que la proposition pour la démission des administrateurs, à savoir Michael Williams et Annabelle Thierry. Craignant que le fonds d'investissement ne s'empare définitivement de sa société, le PDG fait aveu de faillite le 17 mai 2023. Une faillite contestée par ABO qui demande à la place une réorganisation judiciaire avec de nouveaux administrateurs en échange de la poursuite de son financement. Mais les juges du tribunal de l'entreprise, craignant une instrumentalisation de cette procédure et considérant que la société était manifestement en défaut de paiement, décident de confirmer la faillite en appel en décembre 2023. Alors voilà pour la petite histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre septembre 2021 et mai 2023 pour arriver à une telle situation ? La principale accusation que répète constamment Michael Williams, c'est que ABO n'avait pas d'argent. ABO n'a pas d'argent, qu'ils n'ont pas d'argent, qui n'a pas l'argent. Ils n'ont pas d'argent pour continuer. Ils n'ont pas d'argent pour financer la société. Mais en fait, ils n'ont pas d'argent. Que ces gens n'ont pas d'argent parce qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent. Et là, vous touchez le point sensible. Ils n'ont pas d'argent. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? En fait, ce qu'avance Michael Williams, c'est que selon lui, ABO n'a jamais versé 1 € de sa poche pour financer Pharmasimple. Un financement en obligations convertibles suppose en effet que le fonds avance des tranches de trésorerie à la société, puis convertit les obligations reçues au titre de ces tranches afin d'émettre des actions qui pourront être cédées sur le marché. Or, selon Michael Williams, pour financer la première tranche du contrat de 10 millions d'euros, ABO aurait demandé que le PDG prête ses actions en garantie et aurait, selon lui, revendu immédiatement ses actions pour obtenir les 500 000 € nécessaires au paiement de la première tranche versée à Pharmasimple le 21 septembre 2021. Une allégation qu'il ne peut pas prouver, mais il m'explique qu'il y a certains indices. En fait, on avait une certaine valeur d'action. Le cours de bourse, il descend pas en 2 mois. En une vingtaine de jours, le cours de bourse il descend très vite. Très rapidement. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a une vente massive d'actions. On signe ce contrat et nous envoyons nos actions le 9 du 9 2021. Le 9 du 9 de 2021, on a une action entre, je sais plus combien c'est, faudrait regarder entre 8 et 10 € l'action. D'accord? À peu près. Alors, on n'a pas ces chiffres. Alors, nous, on a un chiffre qui est autour de 3,80 € à la date de septembre. En fait, ça, non, ça c'est pas bon. C'était Boursorama. Il faut revérifier vos chiffres. D'accord, je crois. Désolé, on va aller. Oui. Moi, j'ai le tableau Excel. Je serais ravie de voir. Alors non, j'ai bien vérifié mes chiffres et je confirme qu'à la date où Michael Williams a transféré les 100 000 actions qu'il possédait pour Pharmasimple, l'action Pharmasimple valait 3,48 € l'unité, soit un capital de 348 000 €, ce qui aurait été manifestement insuffisant pour financer la première tranche de 500 000 €. Alors après, c'est toujours possible que ABO ait revendu l'intégralité de ses actions durant les 15 jours qui précèdent cette tranche. Difficile de savoir puisque la veille où il avait transféré ses actions, le cours avait déjà perdu plus de 30% de sa valeur suite à l'annonce du contrat avec ABO et 2 mois avant, le cours avait également perdu 30% en moins d'1 mois suite à la publication des mauvais résultats financiers de l'exercice 2020. On ne peut donc pas affirmer si la chute qu'on observe au mois de septembre est due à une présumée vente massive
massive des actions de Michael Willem ou tout simplement à la réaction du marché qui prévoyait la dilution à venir comme tous les contrats au CAPSA. Selon ABO, les titres de Michael Willem s'étaient bloqués par la banque qui a réceptionné ces actions jusqu'au 22 septembre 2021, soit jusqu'au lendemain du versement de la première tranche, rendant impossible leur cession avant cette date. Passé ce 22 septembre, ABO avait contractuellement et légalement le droit de céder ses actions sur le marché, contrairement à ce qui est dit dans l'article de l'Express, du moment que les actions prêtées soient rendues en intégralité à la fin d'une période d'engagement. Ce qui fut confirmé par les déclarations à la FSMA, les actions de Michael Willem lui ayant été rendues le 30 décembre 2021. Toujours selon ABO, ce prêt de titre aurait été négocié notamment pour permettre à la société de lever rapidement de nouvelles tranches sans attendre les délais de conversion des premières obligations, lesquelles conversions n'ont eu lieu pour la première fois que le 20 octobre 2021. En effet, le contrat de 10 millions d'euros indiquait que Pharmasimple ne pourrait souscrire à de nouvelles tranches qu'à la condition que soit une période de refroidissement de 50 jours de bourse fût passée, soit que l'investisseur, c'est-à-dire ABO, ait converti toutes ses obligations précédentes, ce qui montre au passage que le principe de conversion immédiate n'était absolument pas caché. Or, moins d'un mois après la première tranche, donc bien avant le délai de 50 jours de bourse et avant que ABO ne puisse convertir ses premières obligations, Pharmasimple a activé 2 nouvelles tranches représentant un nouveau versement de 1 million d'euros à la mi-octobre, puis va continuer de tirer en moyenne 2 tranches par mois en obligations convertibles jusqu'à la totalité des 10 millions d'euros prévus, comme en attestent les augmentations de capital publiées sur le Moniteur belge. C'est ce rythme de tirage successif qui a entraîné l'émission d'un grand nombre d'actions et donc une dilution rapide de son cours en bourse. Quoi qu'il en soit, si nous ne pouvons pas déterminer qui dit vrai au sujet de cette revente des titres prêtés, reste que Michael Willem semble donner des chiffres quelque peu exagérés sur la valeur de ses actions avant l'intervention d'ABO. La valeur de mes actions, entre 7 millions d'euros. Bon, avant l'intervention de Pierre Valineuse et Salvan. Une affirmation relayée par l'ensemble de nos journalistes français sans la moindre vérification. Or, c'est manifestement faux. Au total, Michael Willem a prêté 530 466 actions sur le premier contrat auprès d'ABO. Dans les jours qui précèdent la signature de ce contrat, l'action Pharmasimple tournait autour de 5 € l'action, ce qui correspondait à environ 2,7 millions d'euros d'actions détenues par le PDG et non 7 millions d'euros. Pour retrouver une valeur d'action suffisamment élevée pour atteindre un patrimoine de 7 millions d'euros, il faudrait remonter à janvier 2019, soit des années avant l'intervention d'ABO. Or, c'est justement au sujet de cette année-là que j'ai découvert un intriguant article dans le journal Les Échos Investir. Le dirigeant de Pharmasimple aurait effectué, je cite, une étrange et massive cession de ses titres à l'été 2019, ce qui a suscité une inquiétude du marché et fait plonger son cours de bourse qui a perdu près d'un quart de sa valeur. Cette cession était d'autant plus étrange qu'elle fut faite au lendemain d'une communication très positive de Michael Willem sur les perspectives financières de Pharmasimple. J'ai vendu des actions. J'ai vendu des actions parce que la société devait recevoir un financement. Au dernier moment, le financement s'est pas fait. Et donc, pour soutenir la société, j'ai vendu des actions et l'argent, on a prêté de l'argent à la société. Sauf que, après vérification, Michael Willem omet certains détails qui m'obligent à le réfuter. D'abord, à l'époque, il n'avait pas du tout dit que cette vente d'actions était pour remettre de l'argent dans Pharmasimple. Bien au contraire, il répondit aux Échos Investir que cette vente n'avait, je cite, rien à voir avec la situation de Pharmasimple et que ses conseillers en gestion de patrimoine lui avaient simplement demandé d'être plus liquide, autrement dit d'avoir plus de cash sur ses comptes personnels. Il ajoutait même qu'il fallait dissocier la situation de la société et celle de monsieur et madame Willem. Néanmoins, oui, c'est vrai que quelques jours après cet article des Échos Investir, le journal rapporte que Michael Willem a effectivement remis de l'argent dans Pharmasimple, probablement aussi pour éteindre la polémique qui avait suscité une perte de confiance du marché. Mais il y a un gros mais. Selon cette annonce, Michael Willem a prêté 250 000 € à Pharmasimple.
Or, d'après les Échos Investir, la vente de ces actions lui aurait rapporté plus de 2,2 millions d'euros, d'autant que si ce prêt a bien eu lieu en 2019, il semble que celui-ci a rapidement été remboursé. Dans les comptes sociaux de Pharmasimple pour l'exercice 2020, c'est-à-dire un an après ce prêt, la société détenait une créance de 306 074 euros sur ses administrateurs, c'est-à-dire sur Michael Willem et son épouse. Traduction, en 2019, Michael Willem prête 250 000 euros à Pharmasimple et un an plus tard, c'est Pharmasimple qui prête 306 000 euros à Michael Willem. Apparemment, les 2,2 millions d'euros qu'il avait obtenus grâce à la vente de ses actions n'étaient pas suffisants pour le rendre assez liquide. Notons que ces 306 000 euros font partie des 1,5 million d'euros qu'il a perçus à titre de rémunération cette année-là. Et oui, vous vous souvenez que je vous ai expliqué en début de cette vidéo que malgré une très forte augmentation de son chiffre d'affaires en 2020, grâce à la crise sanitaire, Pharmasimple a présenté des résultats décevants, accusant un déficit de, tiens, quel drôle de hasard, 1,5 million d'euros, soit exactement la rémunération qu'ont touché ses administrateurs à ce moment-là. Et la justification de cette généreuse augmentation de salaire est justement présentée dans les comptes sociaux de 2020. En pleine période du Covid, il a été décidé d'octroyer 33% de la marge dégagée sur les produits Covid par Pharmasimple à la société Junior Invest, société détenue par Michael Willem, pour son implication dans le travail de recherche de fournisseurs de produits Covid, le suivi de la logistique et de la vente de ces produits au profit de Pharmasimple. Depuis notre interview, Michael Willem a été sanctionné par la FSMA, le régulateur belge des marchés financiers, à une amende de 200 000 euros pour délit d'initié, manipulation de marché et manquement à l'obligation de déclaration de transactions des dirigeants au sujet de ces ventes massives de titres à l'été 2019. Le montant de l'amende tient compte du fait que, selon la FSMA, Michael Willem n'a pas tiré de bénéfices économiques personnels de ces opérations, car effectivement, en 2019, il a augmenté sa participation dans le capital de Pharmasimple pour près de 2,3 millions d'euros. Toutefois, lors des auditions d'enquête, Michael Willem a affirmé que cette vente massive d'actions avait été motivée par le besoin, entre autres, de disposer de fonds à titre personnel, ce qui apparaît, là encore, assez contradictoire. Si le dirigeant a donc bien réinvesti des fonds dans sa société, difficile de savoir s'il a pu faire une plus-value sur ses opérations, et surtout, cela n'explique pas la créance de 306 000 euros qu'il détenait dans Pharmasimple, ni des 1,5 million d'euros qu'il a perçus à titre de rémunération l'année suivante. Si Michael Willem répète constamment que ABO n'avait pas d'argent, c'est parce que, selon lui, le contrat de 200 millions d'euros impliquait que ABO disposait de 200 millions d'euros de trésorerie en fonds propres sur laquelle la société pouvait demander des tranches au fur et à mesure de ses besoins. Ainsi, il m'explique que lorsqu'il a commencé à acheter des pharmacies en crédit vendeur juste après la signature de ce contrat, au printemps 2022, Michael Willem a demandé de plus en plus de tranches aux fonds d'investissement. Mais comme la liquidité sur le marché était alors très mauvaise, c'est-à-dire qu'il y avait peu d'acheteurs pour acheter les actions issues des obligations convertibles, Pierre Vaneneuse lui aurait alors contraint de limiter ses tranches. Donc en fait, on commence à acheter des pharmacies. En fait, on ne sait pas acheter des pharmacies en une fois. Parce qu'en fait, on demande à ABO de nous envoyer plus d'argent et ils nous disent que c'est pas possible. D'accord? Ils vous versent normalement on demande des lignes, on demande à un moment donné, on a demandé des lignes de 2-3 millions d'euros. Selon le calendrier des souscriptions des obligations, ABO a versé 2,5 millions d'euros à Pharmasimple le 4 mai 2022, puis 1 million d'euros le 30 juin, 1 million le 27 juillet, puis 2 millions d'euros en août et 2 millions en septembre. Manifestement, il est faux de dire que ABO ait envoyé de moins en moins d'argent, puisqu'au contraire, ses tranches mensuelles ont doublé entre juin et août. Mais pour Michael Willem, ça restait insuffisant pour honorer les crédits vendeurs de 14 pharmacies. Pour pouvoir financer la société, vous avez deux possibilités, comme je vous l'ai dit au début. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. La première possibilité, vous avez les fonds. Donc les fonds, vous vous en foutez de la liquidité. Un bon investisseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous permettre de vous développer votre société et c'est seulement après qu'il va convertir si la société se développe et va très bien. Mais moi, je sais très bien que 20 millions d'euros, je ne sais pas les avoir. Je les ai pas. Je dois aller, en fait, par un mécanisme légal qui est l'obligation convertible. Je dois absolument convertir de plus en plus d'obligations en actions pour récupérer l'argent des petits actionnaires, parce que c'est ça l'arnaque, pour pouvoir le faire repasser par mon compte et faire croire que moi, Michael Willem, je vous prête de l'argent. Et ça, c'est ce qu'on appelle une escroquerie.
Alors présenté comme ça paraît bien sûr tout à fait crédible, surtout pour un projet industriel qui prévoit l'acquisition de 125 pharmacies en 5 ans. Sauf qu'il y a plusieurs détails que le PDG a tendance à omettre. Notamment un détail fondamental, à savoir que les financements en obligations convertibles avec bons de souscription d'actions ne fonctionnent pas du tout comme un prêt bancaire. En effet, pour octroyer un crédit bancaire à une entreprise, la banque exige des garanties de remboursement, c'est-à-dire qu'elle s'assure que la société a déjà une activité suffisamment rentable pour pouvoir être en capacité de rembourser son prêt avec ses intérêts. Dans un financement au CAPSA, la logique est complètement différente. L'investisseur, c'est-à-dire celui qui avance les fonds, n'a pas besoin que la société soit rentable puisque, par définition, ce n'est pas elle qui rembourse ce prêt, mais les acheteurs du marché boursier. Or, si pour une raison ou pour une autre, ces acheteurs ne sont pas au rendez-vous, l'investisseur perd les fonds qu'il avait avancés à la société. Ce sont donc des financements à risque et pour réduire ce risque, le fonds d'investissement va convertir systématiquement ses obligations entre chaque tranche pour pouvoir reconstituer sa trésorerie. Le mécanisme par tranche est justement conçu dans ce but. À chaque fois qu'il le peut, le fonds récupère l'argent qu'il avait investi dans la société au titre d'une tranche. Les jours où la liquidité sur le marché est très bonne, il en récupère un peu plus, ce qui compense les jours où la liquidité est mauvaise. De cette façon, il s'assure d'avoir une créance la plus réduite possible tout au long du financement, et si par malheur la société fait faillite avant d'avoir retrouvé une rentabilité, ou si une crise financière bloque le marché boursier sur une période, le fonds aura déjà récupéré la majorité de son financement, voire si les conditions de liquidité étaient suffisamment bonnes, d'avoir pu faire une plus-value. Contrairement à ce que dit Michael Willem, aucun fonds d'investissement ne va attendre pour convertir ses obligations, car plus il attend, plus il détient une créance sur la société qu'il n'est pas garanti de rembourser. Les nombreuses mises en garde de l'autorité des marchés financiers en attestent. Les actions qu'obtient le souscripteur des obligations convertibles ont, je cite, « vocation à être cédées sur le marché à très bref délai ». Le rôle du souscripteur initial est donc d'assurer à la société une levée immédiate de fonds, tout en transférant in fine les risques vers le marché, destinataire final des augmentations de capital qui absorbent ainsi au fil de l'eau les actions émises. En 2022, l'AMF a même publié une étude sur les financements dilutifs de type Equity Lines ou OCAPSA, en précisant, là encore, que les actions issues de la conversion des OCA sont revendues très rapidement sur le marché par l'investisseur. Le marché supporte donc in fine les risques associés à ce type de financement, une dilution significative des actionnaires et dans de nombreux cas, une forte pression baissière sur le cours de bourse des sociétés concernées. Alors, on l'a vu, c'est la raison pour laquelle ces financements sont très critiqués, car le fait de céder systématiquement les actions issues des conversions entraîne la dilution des investisseurs existants et une forte pression à la baisse sur le cours de bourse. Mais encore une fois, ça reste un mécanisme légal. Et si les effets dilutifs sont spectaculaires dans le cas de Alpha Blue Ocean, c'est aussi parce qu'ils proposent de très grandes lignes de financement avec de gros montants engagés, et forcément, le revers de la médaille, c'est une très forte dilution du cours de bourse. Et puis surtout, à l'époque des faits, Michael Williams donnait un discours complètement différent. Un discours que nous ne pouvons pas vous diffuser malheureusement car nous avons subi une petite censure de la part de YouTube suite à un signalement pour violation des droits d'auteur de Didier Testo, propriétaire du média La Bourse et la Vie. Mais finalement, ce n'est pas plus mal car ça va nous permettre de contextualiser ce propos qui illustre le revirement de Michael Williams au sujet des financements au CAPSA. Dans ces extraits de La Bourse et la Vie datant de 2022, Michael Williams montre deux choses. La première, c'est qu'il était parfaitement conscient que ce modèle de financement consistait à émettre immédiatement un grand nombre d'actions sur le marché, autrement dit que chaque tranche d'obligations reçue par ABO était convertie très rapidement, entraînant donc une dilution. La deuxième, c'est que malgré les conséquences dilutives de ce modèle, Michael Williams prenait très ouvertement la défense du fonds d'investissement et du mécanisme que ce dernier utilisait. Ainsi, dans cet extrait de La Bourse et la Vie publié le 18 mai 2022, et alors que Didier Testo invitait son intervenant à répondre aux critiques des petits porteurs, Michael Williams déclara ceci. Vous savez, le système de financement qu'on utilise a souvent été critiqué sur le marché par les petits porteurs qui ont l'impression d'être dilués. Mais il faut savoir pourquoi on l'utilise. Si vous utilisez ce système de financement pour finalement combler les trous et ne pas générer de la valeur, donc d'acheter de l'actif, créer de l'actif, forcément, c'est problématique pour les actionnaires. Aujourd'hui, avec ce qu'on a déjà fait en obligations convertibles et ce qu'on prévoit, c'est que d'abord, on crée de nouvelles actions, donc libre à l'actionnaire, au nouvel actionnaire d'en acheter pas, ou à l'actionnaire existant de se renflouer, donc ça permet aussi de rendre des liquidités beaucoup plus importantes.
Quelques mois plus tard, le cours de bourse ayant été fortement dilué, le tirage des obligations de la seconde convention de financement a été suspendu pour rassurer le marché. Nous sommes en octobre 2022, au moment où Pharmasimple discute avec ABO pour mettre en place un premier contrat de prêt non dilutif pour continuer à financer la société le temps de cette suspension des tirages. Michael Wilhelms défendait alors encore, non sans ferveur, le fonds d'investissement à l'origine de cette dilution. Dans ce second extrait de La Bourse et la Vie du 11 octobre 2022, il déclarait « On a la chance d'avoir notre investisseur actuel parce que sans lui, très honnêtement, on ne serait plus là. Ça, il faut bien le dire aux actionnaires. On a été fort critiqués, mais voilà, on n'a pas eu les bons actionnaires précédemment. On avait des actionnaires qui avaient une ambition personnelle de gagner de l'argent et pas de développer la société. Ici, on a des actionnaires qui ont l'ambition de nous accompagner et de développer la société pour en faire quelque chose de rentable. Quand on lève 1 million d'euros en obligations convertibles, oui, l'investisseur, et ça c'est son libre arbitre, de dire « je garde le papier ou je le place ». Mais avec ça, on achète pour 800 000 euros d'actifs dans la société. Donc en fait, à un moment donné, il va y avoir un rattrapage. Et il répète encore « Moi j'ai confiance aux investisseurs qui nous soutiennent parce que sans ces gens-là, on ne serait plus là aujourd'hui ». Alors pourquoi dire maintenant que c'est une escroquerie et que ABO n'avait pas d'argent ? Eh bien déjà parce que ce discours plaît aux petits porteurs qui ont une haine viscérale à l'égard des OCAPSA, dont ils pensent qu'il s'agit d'une escroquerie visant à les inciter à acheter des actions qui finiront tôt ou tard par n'avoir plus aucune valeur. Et encore une fois, c'est leur opinion, légitime en soi, qu'il ne m'appartient pas de juger. Il n'en reste pas moins que Michael Wilhelms connaissait parfaitement ces critiques déjà à l'époque, et pourtant il les rejetait et défendait ce mécanisme. Le revirement dont il fait preuve aujourd'hui apparaît donc, quoi qu'on en dise, quelque peu opportuniste. Mais je vais partir du principe que Michael Wilhelms est tout à fait sincère dans ses arguments. Dans ce cas-là, on peut se demander qu'est-ce qui l'a fait basculer du côté de ses critiques pour dire que finalement, ces petits porteurs contre lesquels il se défendait chez Didier Testot avaient tout à fait raison. Eh bien parce qu'il y a un moment où ABO a décidé de réduire ses tranches de financement à seulement 500 000 euros par mois, rendant plus difficile la poursuite du projet industriel d'acquisition des pharmacies. Mais la question c'est de savoir pourquoi. Observe la chronologie, un moment charnière apparaît entre novembre et décembre 2022. En effet, juste après avoir reçu 3,4 millions d'euros sur le premier contrat de prêt, Pharmasimple annonce dans un communiqué ne pas avoir pu honorer les mensualités de certains prévendeurs et d'avoir dû résilier d'un commun accord les contrats d'acquisition de 4 pharmacies. Jusqu'ici pourtant, le financement d'ABO ne s'était pas réduit malgré la suspension des tirages d'obligations convertibles. Pourquoi accepter de verser plus de 3,4 millions d'euros à la société si c'est pour renégocier ce prêt un mois plus tard en réduisant les tranches à seulement 500 000 euros par mois ? Et comment se fait-il qu'en ayant reçu près de 2 millions d'euros par mois en moyenne sans discontinuer, Pharmasimple se retrouve à devoir mettre en pause son projet industriel et résilier les rachats de 4 pharmacies ? Pour Michael Wilhelms, la raison est toujours la même, ABO n'avait pas d'argent. Donc, en novembre, ils essaient d'avoir le business plan, ils ne l'ont pas, mais surtout Pierre Vanineuse nous dit « on n'a plus d'argent, remballe tes pharmacies ». Oui, parce que vous n'avez plus assez d'argent. Voilà. Non, parce qu'ils n'ont plus assez d'argent. Ils n'ont pas d'argent pour continuer. Je reviens en Belgique et qu'est-ce que je fais ? J'appelle les pharmaciens et j'ai écoutez, ça devient compliqué, reprenez vos pharmacies. Parce qu'on ne pouvait plus les payer. Vous ne pouvez plus les payer. Vous ne pouvez plus les payer, pourquoi ? Parce que jusqu'ici, ils vous ont financé, ils ont payé les financements. Non. On doit revendre parce qu'ils ne financent plus la société. Ils vous ont fait, mais le prêt, ils vous ont bien fait un prêt, monsieur. Un prêt de combien ? Un prêt de 3,6 millions en Pourquoi novembre. faire ? Pour des tranches qui étaient de 500 000, je crois. Ils vous acceptent de vous donner 3 millions. Vous devez faire un contrat, vous signez, allez, soyons, allez. Je ne sais pas ce que vous essayez de me faire dire. Non, je sais. En fait, moi, je vais y croire jusqu'à, je vais dire, un peu avant novembre, quand je vous ai dit en novembre, pour moi, la messe est faite. En fait, ils nous invitent plusieurs fois, ils nous rassurent, ils nous disent que ça va aller, mais en fait, ils n'ont pas d'argent. Et c'est ça le problème, c'est que ces gens n'ont pas d'argent. Ils nous ont promis une ligne de 200 millions d'euros et qu'avec cette ligne de 200 millions d'euros, on doit faire un projet industriel et qu'on ne sait pas le faire. On a plus l'argent qui arrive. Moi, je me suis engagé parce que Vanineuse m'a dit, je vais t'envoyer de l'argent. Il m'envoie pas l'argent. Et il m'envoie pas l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas d'argent. Bon, on a compris, on tourne en rond. En me renseignant davantage, je vais découvrir une autre raison pour laquelle ABO ait décidé de réduire ses tranches de financement.
Et ces raisons, je vais les trouver dans l'intervention des anciens associés de Michael Williams, devenus actionnaires minoritaires de Pharmasimple, pour suspendre le reverse stock split et demander le remboursement de leurs actions à un prix historique. Ces actionnaires minoritaires tenaient Michael Williams directement pour responsable des pertes qu'ils avaient investies dans la société, en ayant, selon eux, retenu des informations sur les conséquences dilutives des financements octroyés par ABO, mais pas seulement. Ils accusent le PDG d'avoir profité de ces financements à titre personnel au détriment de la société. Ils reprochent une rémunération qu'ils estiment élevée et sans proportion avec la situation difficile de la société, des déplacements en jet privé, mais aussi d'avoir surévalué des sociétés de Michael Williams achetées par Pharmasimple. Et oui, car les premières pharmacies que fait acheter Michael Williams par Pharmasimple en mars 2022, juste après la validation de la seconde convention de financement qui devait démarrer en mai, ce sont les 3 pharmacies qu'il détenait à travers 2 sociétés, Junior Invest et Acacia. Selon ses actionnaires, ces 2 sociétés auraient été achetées à un prix largement surévalué au bénéfice de Michael Williams et de son épouse. Ils évoquent des tentatives multiples du PDG pour faire acheter ces sociétés à un prix surévalué avant même l'intervention d'ABO. Or, 2 ans plus tard, les curateurs de faillite vont confirmer l'ensemble des soupçons de ces actionnaires minoritaires, notamment vis-à-vis des surévaluations de sociétés liées à Michael Williams, en particulier pour Junior Invest, dont le prix d'achat, pour 11 200 000 € aurait été, d'après les curateurs, manifestement surévalué. 3 rapports de valorisation auraient été présentés au conseil d'administration pour déterminer ce prix. 2 rapports concordaient pour un prix de 7 millions d'euros, mais le 3e rapport, que les curateurs qualifient de fantaisiste, établissait un prix de 19 millions d'euros en comptant des indemnités de rupture de contrat de distribution exclusive. Dans les comptes sociaux de Pharmasimple pour l'exercice 2020, il était notamment mentionné que Junior Invest et Acacia revendaient de la marchandise achetée par Pharmasimple à des clients finaux. Rappelons que ces 2 entreprises sont détenues à 100% par les 2 fondateurs de Pharmasimple, Michael Williams et Annabelle Thierry. Traduction, en plus de leur rôle de dirigeant, le couple s'arrogeait une mission de prestataire commercial qui leur apportait une commission supplémentaire sur les ventes de Pharmasimple. Or, en 2020, il a été décidé de mettre officiellement fin à ces prestations de revente et de verser 20 000 € par mois de compensation aux sociétés détenues par le couple. C'est donc à partir de cette soi-disant mission de distribution exclusive, qui était déjà indemnisée mensuellement, que le 3e rapport, car oui, j'ai pu me le procurer, calcule un manque à gagner pour Junior Invest de 16 millions d'euros. Au passage, on apprend que Junior Invest était propriétaire d'une Lamborghini et d'un appartement à Bruxelles. On voit pas trop le lien avec les pharmacies, mais bon, c'est un détail. Claudio, un petit bonjour de la Lamborghini. Alors, j'ai laissé... Attention, regarde ce que tu regardes. J'ai laissé les commandes à Annabelle, qui conduit la Lambo. Je te dis même pas quand je suis à l'aise. On va faire un exact Claudio. Bien que l'ensemble des allégations soulevées par ces anciens associés de Michael Williams vont se retrouver mot pour mot dans la requête des curateurs, lors de la procédure de 2022, leur intervention avait échoué. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le tribunal d'entreprise rejeta la demande des actionnaires minoritaires, estimant que même s'il était indiscutable que l'opération de financement alternatif avait entraîné des conséquences catastrophiques pour ses demandeurs, ces derniers avaient reçu toutes les informations concernant les risques de ces opérations qu'ils avaient approuvées à l'unanimité et que la situation de la société s'était considérablement améliorée suite au premier contrat avec ABO, n'engendrant de préjudice que pour les intérêts individuels de ses associés et non des intérêts de la société. Mais à l'époque des faits, ABO était du côté de Pharmasimple et donc de Michael Williams pour permettre d'autoriser le regroupement d'actions. Les avocats du fonds d'investissement vont participer à cette procédure entre septembre et décembre 2022, à l'occasion de laquelle ils vont donc prendre connaissance des pièces apportées par ces demandeurs au sujet des surévaluations d'actifs et des dépenses excessives d'ordre privé. C'est précisément durant cette période que ABO aurait commencé à exprimer des doutes sur le management de Pharmasimple. Alors comme ces investisseurs historiques n'étaient ni favorables à ABO ni à Michael Williams, ils représentaient une source cruciale pour avoir un témoignage indépendant sur ce dossier. Et comme tout bon journaliste qui mène une enquête, j'ai donc contacté ces investisseurs à l'origine de cette première intervention judiciaire. L'avocat de l'un d'eux, maître Guy Rolkin, représentant d'un ancien membre du conseil d'administration de Pharmasimple, Martin Genot, a accepté de répondre à mes questions par téléphone. Et voici ce qu'il m'a dit. La position que fait maintenant Michael Williams, c'est une schizophrénie assez exceptionnelle dans son chef, puisqu'en fait, c'est
globalement notre position qu'il a acceptée, mais qu'il a contestée pendant les procédures. Il a totalement renversé son analyse et il a fait, je me souviens, j'avais regardé à l'époque cette vidéo d'1 heure. Je me suis dit, mais quel beau parleur, pour me dire gentiment, quel beau parleur. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit tout ça à l'audience et alors on aurait évité ce désastre financier. C'est Michael Williams. Il a finalement lancé l'entreprise dans ce premier financement. Et c'est là que Michael Williams, une fois que ce premier contrat a été mis en place, a totalement fait cavalier seul en écartant les autres administrateurs. Mais ce qui n'est pas dit par rapport à l'Ocapsa, c'est qu'en fait, lorsqu'on parle d'un emprunt de 20 millions d'euros, il faut expliquer que ce sont uniquement les actionnaires qui vont subir cet emprunt, puisqu'à chaque tranche, le prétendu prêteur est remboursé de la somme qu'il vient d'avancer. Oui, c'est ça. Ce que mettent en avant les chefs d'entreprise qui ont recours à ces financements-là, c'est que c'était ça ou la faillite. Est-ce que c'était ça ou la faillite avait pour Pharma-Simple ? Pas du tout. La société, elle était peut-être dans un besoin de financement si elle voulait continuer sa croissance, mais elle fonctionnait pas mal du tout. Le problème, c'est Michael Williams. C'est lui. Lui, il s'en fichait de la dilution. Il s'en fichait de la dilution pour 2 raisons. Un, c'est parce que, d'une part, dans les fonds qui arrivaient dans la société et qui ont diminué la valeur des actions, il en a bien profité, que ce soit en termes de management fees ou d'opérations à son profit, ou d'avantages indirects. Lorsqu'il a des frais de jet privé, c'est la partie émergée de la nouvelle. Et la deuxième, c'est qu'en fait, il avait une clause pour lui se refaire. Et je pense que ça a fait une belle opportunité pour ABO, ce dossier, mais aussi pour Michael Williams, qui a pu mettre en œuvre ses rêves de grandeur jusqu'à ce qu'à un moment, il prenne en fait un peu compte de ce qui se passe. Et c'est là qu'il va changer un peu son fusil d'épaule. Ensuite, ils ont, à la fin du dossier, eu des échanges beaucoup plus durs, parce qu'en fait, Williams voulait qu'ABO mette encore des fonds, mais ABO sentait bien que le dossier allait poser problème. Et donc nous, on était un peu au balcon dans cet épisode-là, mais on a dit, mais attendez, nous, ça fait 2 ans qu'on dit qu'il y a des gabegies dans ce dossier. On vient vous dire qu'on a besoin d'argent, et regardez les frais, Michael Williams, ou des frais de bouche, frais de jet privé, mais il y en avait tellement. Mais ce qui est surprenant, c'est que mes clients, eux, ne sont pas qualifiés de créanciers. Il y a des parties qui, au début, ont mis de l'argent, dont Michael Williams, qui a lancé la société, etc. Mais il y a mes clients aussi qui ont acheté des actions, qui ont augmenté le capital, on va dire, de manière traditionnelle, et eux, ils ont tout perdu. Donc, ceux qui ont vraiment perdu dans ce dossier, mes clients, ce sont ceux qui, pour le moment, sont un peu laissés sur le carreau. Mes clients étaient disposés à apporter des fonds à cette entreprise, à augmenter leur participation. Mais de quoi est-ce qu'avait besoin l'entreprise aussi ? Mais en fait, les fonds ont été utilisés, et c'est ça qui pose problème, en grande partie à l'enrichissement de M. Williams. Finalement, il semblerait que notre presse mainstream était trop aveuglée par l'opportunité de construire un récit manichéen contre un fonds d'investissement sur lequel il était facile de focaliser tous les meilleurs clichés pour s'intéresser à ceux qui sont peut-être les véritables victimes de cette saga. Mais le dossier Pharma-Simple va encore me révéler de très nombreuses surprises auxquelles je ne m'attendais pas. Des surprises sur lesquelles notre presse mainstream ne s'est jamais penchée, relayant les allégations du PDG sans la moindre vérification minimale. Michael Williams a en effet porté plainte contre ABO dans tous les pays où le fonds d'investissement intervient, y compris en France où la société Pharma-Simple était cotée. Il est aujourd'hui persuadé que les autorités judiciaires sont de son côté et que les 2 jeunes financiers vont finir en prison, m'a-t-il dit. Il me raconta ainsi que Hugo Pingré, cofondateur d'Alpha Blue Ocean, n'avait pas l'autorisation de trader sur les marchés européens et qu'il serait sous mandat d'arrêt des autorités de Dubaï avec une interdiction de sortie du territoire émirati. Une information que j'ai pu rapidement vérifier comme parfaitement fausse. Mais le magazine Le Point n'a pas pensé à faire cette vérification et a blanchi ce mensonge parce que, des jeunes traders qui vivent aux Bahamas et investissent dans les crypto-monnaies ou le cannabis médical, c'est tellement plus sensationnel et ça attire tellement plus de fantasmes. Alors d'un côté, on a de nombreux petits porteurs en bourse qui m'ont témoigné toutes sortes de rumeurs contre Alpha Blue Ocean que je n'ai pas pu prouver. Ceux-là considèrent Michael Williams comme un véritable lanceur d'alerte,
Mais je me rends compte que ce qui est reproché, c'est surtout le mécanisme des OCAPSA en lui-même et ses conséquences très dilutives qui donnent à ces petits épargnants le sentiment de tout perdre au profit d'un fonds d'investissement qui serait toujours gagnant selon eux. Et effectivement, certains semblent avoir perdu beaucoup d'argent en ayant voulu remettre toujours plus au pot pour compenser la dilution, et leur sentiment d'injustice, c'est tout à fait compréhensible. Cependant, le fait est que les risques au sujet de ces financements sont loin d'être cachés, c'est même marqué en long, en large et en travers à chaque annonce de contrat OCAPSA, en particulier les contrats liés à ABO. Ça m'a même fait penser à ces photos mises sur les paquets de cigarettes. Mais la question qu'a parfaitement posée Maître Rulkin et qui n'est jamais évoquée au sujet des OCAPSA me semble pourtant être la plus importante. À quoi servent les fonds pour lesquels on sacrifie les investisseurs historiques ? Tout cet argent qu'a versé ABO, près de 20 millions d'euros au total, comment ont-ils été utilisés ? Et si ces fonds avaient servi à autre chose qu'à relancer l'entreprise ? Voilà des questions auxquelles on tentera de répondre dans le prochain épisode de Rechecking. Rendez-vous le 19 janvier pour découvrir d'autres révélations sur la saga Pharmathin.